Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, sommet de quitter le sol congolais. La demande du gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères qui lui reproche ses déclarations sur la tuerie des civils congolais par les casques bleus qui ne sont pas de nature à favoriser un climat de paix. À l'issue, après la dotation des véhicules aux professeurs des universités, c'est de l'UNIKIN sollicite du chef de l'État le départ du ministre du secteur, reproché d'un comportement irrespectueux et le blocage dans l'exécution du contrat de vente des véhicules entre eux et les concessionnaires. Et puis tension Chine-États-Unis d'Amérique, la chef des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan mardi dans le cadre d'une tournée en Asie pour résoudre la crise sur l'indépendance de la ville de Taïwan. Merci et bienvenue à l'édition de 13h. Le gouvernement vient de demander au porte-parole de la MONUSCO de quitter le sol congolais dans un bref délai. Dans une correspondance adressée à la MONUSCO, le ministère des Affaires étrangères a déploré le comportement et déclarations de Mathias Gilman face à la tuerie des civils congolais par les casques bleus. Au regard de l'exacerbation actuelle des tensions entre la population civile et la MONUSCO, particulièrement au Nord Kivu, tensions dues notamment aux déclarations indélicates et inopportunes du porte-parole de la mission onusienne en RDC, M. Mathias Gilman, le gouvernement de la République démocratique du Congo considère que la présence de ce fonctionnaire sur le sol congolais n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle et de sérénité si indispensable entre les institutions congolaises et la MONUSCO est vu non seulement du meilleur accomplissement du mandat confié à cette dernière par le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de faire aboutir le plan de transition aux fins de son retrait définitif de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2024, comme convenu. Dans cette correspondance, dont une copie est parvenue à notre rédaction, le gouvernement attend que des dispositions soient prises pour que M. Mathias Gilman quitte le territoire congolais dans le plus bref délai. L'exécutif national estime qu'il saura gré à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo de bien vouloir accorder à la présente toute l'attention qu'elle requiert, ainsi que bénéfice de l'urgence. Le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC les assurances de sa considération très distinguée. Il faut le rappeler, le porte-parole de la MONUSCO avait déclaré que la plus grande mission onusienne n'avait pas de moyens pour traquer les rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Les activités sont paralysées dans les banques de la ville de Bukavu à la suite de l'appel lancé par le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu à une journée ville morte et province morte ce mercredi pour demander le départ de la MONUSCO qu'elle accuse d'inefficace face à l'activisme des groupes armés à l'est de la RDC, mais l'appel a été suivi n'a pas plutôt été suivi à 100% car d'autres activités ont fonctionné normalement. À travers cette action, la société civile du Sud Kivu cherche à pousser la MONUSCO à quitter le sol congolais au regard de son inefficacité sur terrain. C'est dans ce sens qu'elle a appelé à une journée ville et province morte sur toute l'étendue de la province. Mais cet appel semble ne pas rencontrer l'assentiment de la population. La circulation, elle est normale sur toute l'étendue de la ville. Les marchés ont ouvert, les banques n'ont pas encore ouvert, les institutions publiques ont fonctionné. Nous avons contacté un membre du mouvement citoyen, membre de la société civile, qui a estimé que la population devrait manifester, mais sans la violence. On constate que la MONUSCO a échoué sa mission. Parce que 22 ans, ce n'est pas 22 mois, ce n'est pas 22 jours. Et vous allez comprendre avec beaucoup de regrets, depuis que la MONUSCO est en RDC, aucun groupe armé n'a jamais été neutralisé par la MONUSCO. Et il faut aussi voir la résilience du M23. Que nous sommes d'accord avec des manifestations citoyennes et non violentes pour réclamer nos droits. Mais des actions citoyennes violentes pour le collectif de mouvement citoyen Mkakongo vraiment ne sont pas d'accord parce que on sait les conséquences de la violence, on sait les conséquences des actions citoyennes violentes. Voilà pourquoi nous nous disons
la population devait manifester, mais pas de la manière dont elle est en train de le faire. Il y a lieu de rappeler que cette action rentre dans le cadre des manifestations déclenchées depuis fin juillet dans l'est de la RDC pour réclamer le départ de la MONUSCO. Tout milicien favorable au processus de paix doit se conformer au respect d'actes d'engagement de cessation des hostilités signés il y a peu devant le gouverneur militaire de l'Ituri. C'est l'une des résolutions prises par le commandant des opérations militaires en Ituri lors d'une réunion avec les commandants des grandes unités des régiments des FARDC. Le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique qu'il a réuni des commandants des grandes unités et des régiments de forces armées pour échanger, notamment sur certaines dérives de groupes armés signataires des actes d'engagement de cessation des hostilités, affirme le général-major Peter Chirimwani, commandant de la 32e région militaire. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent, ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage, qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Au nom du commandant des opérations militaires en Ituri, le commandant de la 32e région militaire appelle la population à continuer de faire confiance en son armée pour lutter contre tous les auteurs de violence en Ituri. Ce que nous donnons toujours à la population, c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes. Par ailleurs, il convient de signaler que le gouverneur militaire de l'Ituri a donné des instructions claires à ses commandants de grandes unités et de régiments pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers, mais aussi s'approprier le programme DDRCS s'inscrivant dans la vision du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Au lendemain de la réception de leur véhicule, les professeurs de l'université de Kinshasa se rendront chez le président de la République ce jeudi pour réclamer la tête de Moïndo Nzangi. Ils reprochent au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire notamment d'avoir un comportement irrespectueux en bloquant l'exécution du contrat des ventes des véhicules entre eux et les concessionnaires. Dans une correspondance adressée à l'hôtel des villes de Kinshasa, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa informe que 200 professeurs d'université vont se regrouper à la place des évolués dans la commune de la Gombe le jeudi 4 août avant de se diriger vers la présidence de la République. Une marche pour réclamer la révocation du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Moïndo Nzangi, à qui il reproche de s'être octroyé unilatéralement le droit et le pouvoir d'effectuer des commandes des véhicules, de dresser la liste des bénéficiaires et même de s'approprier la distribution à sa guise. Hormis ces faits, ce professeur accuse également Moïndo Nzangi d'avoir un comportement irrespectueux en bloquant l'exécution du contrat des ventes des véhicules entre eux et les concessionnaires. Les comportements du ministre, selon ces professeurs, violent toutes les clauses contractuelles et l'éthique politique. Et pour la petite histoire, ces véhicules ne seraient pas un don du gouvernement congolais, plutôt l'argent des professeurs dû à la perte du pouvoir d'achat depuis 2017. En principe, le dernier professeur devait être en possession de son véhicule depuis le 30 décembre 2021. Malheureusement, le premier versement tardait. Il a fallu des mois et des mois de grève pour qu'on arrive à signer l'accord des Bibois entre le syndicat des professeurs et les gouvernements en mars 2022. Dans l'actualité également, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, a échangé avec l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en RDC, Omar Suleiman. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie, envisage les collaborations dans divers domaines, notamment les infrastructures.
Omar Suleiman a expliqué que son pays était très intéressé à contribuer au développement de la capitale congolaise au regard de réalisations et impacts visibles dans différents secteurs, notamment celui des infrastructures. Je suis venu faire une visite de courtoisie de la part de l'ambassade du Nigeria et en tant que gouverneur de la ville de Kinshasa, je crois que c'est un poste très important à laquelle nous, en tant qu'ambassade ou la République fédérale du Nigeria, on est censé parfois venir lui rendre ce type de visite de courtoisie et on a parlé sur la possibilité d'investissement, la possibilité de coopération entre la République fédérale du Nigeria et la République démocratique du Congo. Au regard de l'expérience du Nigeria qui compte aujourd'hui plusieurs milliardaires africains, dont le plus célèbre, Aliko Dangote, le chef de la diplomatie nigériane en République démocratique du Congo, a fait savoir l'intention de certains hommes d'affaires nigériens de vouloir venir à Kinshasa. Pour lui, le problème des Africains doivent trouver des solutions africaines. Pour l'autorité urbaine, Jean-Tini Ngobila, cette visite du diplomate nigérien est un motif de fierté au regard de l'intérêt que son pays manifeste pour le développement de la ville de Kinshasa, qui est le miroir de la République démocratique du Congo. Étant donné que les deux pays partagent des liens de fraternité à travers nos deux chefs d'État, nous sommes appelés à collaborer et à développer une coopération sud-sud, a fait savoir Jean-Tini Ngobila à son interview. Les FARDC ont annoncé mardi avoir tué 8 rebelles Mai Mai Mazembe et récupéré 3 armes de guerre à Beni, dans le Nord Kivu. Bilan de l'accrochage entre l'armée et les ADF dans la localité de Chani Baoba. Plus de détails avec le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des FARDC Sokola 1, Nord Kivu, joué au téléphone par Jacob Simbi et Nathalie Yoko. L'armée régulière a neutralisé 8 combattants rebelles et récupéré 2 armes de guerre de type AK-47. Et parmi nos forces, nous avons perdu des éléments qui sont tombés sur le champ d'honneur et nous avons continué à ratifier la zone pour, n'est-ce pas, ramener la paix à la population. Pour l'instant, la situation s'est calmée et la population qui s'était déplacée à cause de ces crépitements des balles et commence maintenant à rentrer et nous sommes en train de nettoyer la zone avec les opérations de patrouille de combat pour rassurer la paix à notre population. Nous rappelons à notre population de Beni en général et de Lubero en particulier que l'armée régulière est sur le territoire national et pour ramener la paix. Et cibler les FARDC comme cible, c'est se tromper l'ennemi. Donc aucun mouvement rebelle n'est autorisé à avoir des armes de guerre. Et tout celui que nous allons surprendre avec une arme de guerre, nous allons les considérer comme ennemis de la paix, au même titre que les terroristes ADF-MTM. Et nous n'hésiterons jamais à les mettre hors d'état de nuire. Difficulté totale, c'est le mot qu'il faut employer lorsqu'on se trouve de plein pied dans plusieurs communes de la capitale Kinshasa où la population est contrainte de faire plusieurs heures avant de se procurer de l'eau potable. La population se pose la question sur le vrai rôle de la Régie des eaux qui n'offre pas du bon service à ses abonnés, comme pour le cas de la commune de Kitambo où la population n'a pas manqué de se confier à notre caméra. Abiba Massoudi pour le reportage. Nous sommes au quartier Wenze situé dans la commune de Kinshasa. Ici, la population est victime de coupures intempestives d'eau sans aucune raison valable. Une situation difficile à supporter qui passe inaperçue auprès de responsables de la Régie des eaux qui continuent à envoyer des factures pour une eau dont les abonnés n'ont pas dû consommer. Solution nini besoin libiso et l'autre côté. Par jour, nous dépassons 13 000 francs pour nous consommer parce que c'est cette maison à Wakakande Mayezo Bima. Maïpa, c'est ventoso kwama pour bazotia balabala depuis batima balabala au Mayekenda. A trouver solution pour boma boeto kokate. Dans l'impasse, les habitants du quartier Wenze se voient obligés de parcourir de longues distances à la recherche de cette denrée. Là encore, il y a un problème. Pour le cas de Bandal où il se procure cette eau, l'on craint une augmentation exponentielle de la facture
pour surconsommation. Dans l'impasse, il faut noter que cette difficulté que connaît la population du quartier Wenze à s'approvisionner en eau potable est également décrite dans plusieurs autres quartiers de la ville-province de Kinshasa depuis belle lurette. Nos efforts pour joindre le porte-parole de la régie des eaux Kinshasa sont restés sans succès. Retour à la case départ après le rapatriement Kassai de 144 réfugiés congolais vivant en Angola depuis 2017. 10 000 autres personnes sont encore bloquées dans le camp Louva, un site aménagé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la province de Lunda Nord en Angola, qui dit ne pas être en mesure de répondre à l'ensemble des besoins humanitaires. Ces derniers avaient pris refuge en Angola lors des événements sanglants du phénomène Kamina Sampo. En raison de manque de financement, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés ne dit pas être en mesure de répondre à l'ensemble de besoins humanitaires croissants de réfugiés et de personnes déplacées internes en RDC. Il y a sur place plus de 1000 ménages de répatriés de 2019 dont le processus de réintégration n'avait pas abouti. Ils avaient tout perdu. Champs, biens, maisons. La crise liée au Covid-19 a aggravé leur vulnérabilité. Ceci freine aussi la sortie volontaire de réfugiés congolais qui sont dans le camp Louvois, province Lunda Nord, en Angola. Les conditions de répatriement sont peu confortables et le besoin de répatrier ne sont pas pris en compte. Les besoins en RDC sont massifs. Au début de l'année, les pays accueillaient plus d'1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile et plus de 5,6 millions de personnes déplacées internes. Au rythme actuel, 82% de personnes déplacées internes ne recevront pas d'aide adaptée en matière d'hébergement. De ces faits, elles seront forcées de dormir dans des églises, des écoles et des stades en plein air, ou risqueront de devoir rentrer chez elles malgré les risques d'être prises pour cible par des groupes armés. Chaque enfant a droit à l'éducation primaire, mais en RDC, en raison de sous-financement, seuls 16% des enfants réfugiés sont scolarisés. Banditisme urbain au Kassai-Oriental après la paroisse Notre-Dame de Lourdes, c'est maintenant la paroisse Saint-David qui a été saccagée toujours dans la ville de Mbujimayi au quartier Kakelenga 2, précisément dans la commune de Dioulou, par des personnes non autrement identifiées. Selon l'abbé Jean-Louis Sianda, ces malfaiteurs n'ont pris que quelques chaises et instruments de sonorisation. Et dans le Haut-Katanga, un total de 14 000 sacs de maïs restitués par les agriculteurs seront transférés à la minoterie pour la fabrication de la farine de maïs made in Haut-Katanga. Jacques Kaboula a visité l'endroit où sont entreposés les sacs dans l'enceinte du gouvernorat de province. La politique agricole mise en place par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué dans la province du Haut-Katanga continue à porter ses fruits et les bons. L'opération remboursement de sacs de maïs pour les fermiers ayant bénéficié des intrants agricoles donne littéralement des résultats qui émerveillent. À l'heure actuelle, déjà 14 000 sacs de maïs sont entreposés dans l'enceinte du gouvernorat du Haut-Katanga. En revanche, les autres dépôts sont déjà saturés. Le gouverneur de la province, accompagné du vice-gouverneur et du ministre provincial de l'Agripel, qui visitait ce stock, n'a pas caché sa satisfaction. Nous sommes satisfaits de voir qu'il y a plein de maïs dans nos dépôts et nous cherchons même d'autres endroits où les entreposer, ce qui ne se faisait pas avant. Et donc ça suppose que la population a compris l'appel du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire. Signalons qu'à cette occasion, Jacques Kaboula Katoué a annoncé qu'une journée dédiée aux agriculteurs sera fixée dans les tout prochains jours. Et d'ici peu, nous allons avoir une journée provinciale qui sera dédiée particulièrement aux agriculteurs. Et donc à cette occasion, nous allons donner des statistiques en termes des hectares qui ont été emblavés l'année passée. Il est à noter que cette visite a eu lieu ce mardi 2 août 2022 et ces sacs de maïs seront transférés vers la minoterie pour la fabrication de la farine breakfast made in Haut-Katanga. Plusieurs centaines de jeunes désœuvrés viennent d'être enrôlés à Kolwezi dans la province du Lualaba pour une mission de formation et transformation dans le centre Mzé-Laurent Désiré Kabila à Kanyama-Kassese. C'était l'occasion pour la gouverneure intérimaire du Lualaba de conscientiser ces jeunes à ne pas à considérer l'opération comme une prison, mais plutôt une opportunité d'apprentissage de plusieurs métiers.
C'est dans un climat détendu que les jeunes désœuvrés de Kolosi ont été enrôlés pour faire partie du projet école de formation de métier Kanyamaka CC de la province du Olomami. Le premier groupe est constitué de 192 jeunes désœuvrés dont la plupart brillaient dans les actes de vandalisme à la base des cas d'insécurité à Kolosi et ses environs. Le deuxième groupe a 197 jeunes dont quelques jeunes femmes. L'activité a eu lieu au ministère provincial de l'Intérieur en présence du ministre de ce secteur au Lualaba. Avant l'embarquement, la gouverneure intérimaire du Lualaba a pris soin de conscientiser ces jeunes à considérer que l'opération n'est nullement pas une punition, mais une opportunité d'apprentissage de métier pour être utile à la province du Lualaba et à la nation tout entière. Parmi ces enfants, c'est par manque seulement de moyens pour aller faire les études. Le général Kassongo Kabwita, responsable du projet, a parlé de la durée maximale de différents modules de formation. La durée de la formation est facteur de plusieurs éléments. De leur attitude, de leur comportement, de leur adaptation et même du module qu'ils vont choisir pour la formation. L'ensemble de la formation prendra minimum 12 mois. Satisfait de cette initiative, l'un des jeunes candidats du projet se dit être enfin soulagé d'apprendre qu'il aura la faveur de faire la mécanique dont il a toujours rêvé depuis son enfance, mais que ses parents n'avaient aucun moyen pour l'amener à l'école. Samuel Yumba est ministre provincial de la province du Olomami. Il est la tête d'une délégation à la Cour de compte. Il a déposé tous les documents y relatifs qui sont sous analyse d'experts pour en donner des orientations pour un prochain exercice sans reproche. Soucieuse de faire vivre la bonne gouvernance prônée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Kalenga Mushimbi, a dépêché son ministre provincial des Finances à la Cour des comptes. C'est pour le dépôt du rapport sur la reddition des comptes exercice 2021. C'est dans le souci de s'acquitter de ses devoirs constitutionnels qu'il a plu à madame, le gouverneur de la province du Olomami, honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle, qui a envoyé l'équipe que vous voyez devant nous. Et nous nous sommes entretenus avec l'institution attitrée pour ce travail. Bien entendu, la Cour de compte qui nous a reçus à travers ses animateurs. Ils ont réceptionné tous les documents relatifs à cette exigence constitutionnelle et quitte à eux maintenant d'analyser pour nous donner les observations afin d'améliorer notre gestion. La Cour a reçu les rapports, mais à travers ses experts, tous les documents relatifs sont en pleine analyse pour, enfin, donner des bonnes orientations dans le but d'améliorer la qualité du travail dans la gestion de l'exercice prochain. Une question de patience pour la délégation du Olomami pour une restitution de la Cour des comptes, amendement, orientation pour un prochain exercice sans grief. Quittons la RDC pour le Mali où un délai de 72 heures est donné à toutes les forces étrangères, notamment les soldats ivoiriens, belges, autrichiens qualifiés de mercenaires par les autorités maliennes. Ce délai expire ce mercredi 3 août et pour rappel, cet ultimatum intervient quelques semaines après l'arrestation des soldats ivoiriens liés sur la base de la société Sahel Aviation Service. Tension Chine-États-Unis d'Amérique. La chef des députés américains Nancy Pelosi a atterri à Taïwan mardi dans le cadre d'une tournée en Asie. Chine, qui considère l'île comme partie intégrante de son territoire, a annoncé des opérations militaires ciblées et des sanctions commerciales contre Taïwan. La très commentée visite de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan, initiée ce mardi 2 août, a été dénoncée et contesté par la Chine qui a promis des actions militaires ciblées. Cette visite dans l'île a déclenché la colère de Pékin. Le ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi dénoncé une grave violation des engagements américains vis-à-vis de la Chine qui porte atteinte à la paix et à la stabilité régionale. En réaction à cette visite, la Chine a pris des sanctions commerciales contre Taïwan et mené des exercices militaires à sa frontière avec l'île, à la manière de la Russie en Ukraine, puisque Pékin considère Taïwan comme son territoire.
En pays pour parler sport, la Ligue de football de Kinshasa a fixé ce sociétaire sur le démarrage de ses différents championnats pour la saison 2022-2023. C'était au cours de l'Assemblée générale ordinaire organisée dans la salle de conférence de la FECOFA. Le championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa va reprendre le 15 septembre prochain à la 2e division. La reprise est fixée au 1er octobre et la 3e division une semaine après. Je vous propose d'écouter le président de la LIFKIN. Les choses sont passées sans problème, mais nous avons simplement déploré le fait que le manque criant d'infrastructures dans la ville de Kinshasa pour la pratique du football. Et heureusement qu'au cours des assises d'aujourd'hui, nous avons eu la présence de son Excellence Monsieur le ministre provincial des Sports, qui est notre autorité directe. Et nous avons exprimé nos préoccupations quant à ce. Et apparemment, il a pris note pour qu'il puisse faire un plaidoyer auprès de son Excellence Monsieur le Gouverneur pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes liés aux infrastructures de football dans la ville de Kinshasa. Nous avons suivi que le ministre national des Sports a mis à la disposition de la ville de Kinshasa la pelouse qui a été démantelée au niveau du stade des Martyrs, les chaises ainsi que les projecteurs pour que les travaux soient faits au niveau du stade Cardinal Mazoula afin que ce stade soit mis à la disposition de la jeunesse chinoise pour que nous puissions y organiser notamment le championnat d'élite de la ville de Kinshasa. Et comme il en a la coutume, Bismarck Biyombo vient de lancer le camp de basketball pour la détection des jeunes talents édition 2022 au terrain de basketball de l'ISC à Kinshasa. L'international congolais et star de la NBA, à travers sa fondation, veut aider les jeunes basketteurs et footballeurs pour cette nouvelle édition en leur donnant des opportunités de s'octroyer des bourses d'études à l'étranger et faire une carrière professionnelle dans leurs disciplines respectives. Après 2 ans d'absence, suite à la Covid-19, les camps des basketball Bismarck Biyombo est de retour, avec comme particularité le football. C'est ici que tout commence. C'est un commencement pour moi. Le futur de ce pays, le futur du basket, c'est la jeunesse. Donc si on peut leur donner le plus d'opportunités possibles à être connectés, et voilà, ceux-là qui sont bons, qu'on peut aider à aller aux États-Unis ou en Europe, je ne sais pas quoi, dans de bourses scolaires. Pour moi, c'est toujours avec plaisir. Ces jeunes sont venus de plusieurs coins du pays pour se disputer 24 places pendant 3 jours à Kinshasa. Presque 1000 jeunes. Sur ces 1000 jeunes, on a sélectionné 100 jeunes avec qui les coachs ont passé un peu de temps et ont pensé qu'ils méritaient d'être à ce camp aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 100. Malheureusement, demain, on va devoir faire une sélection pour en garder que 40, filles et garçons. Et puis le dernier jour, vendredi, là on fera un All-Star Game avec les meilleurs du camp, les 24 meilleurs. L'international congolais star de la NBA, à travers sa fondation, a déjà aidé plus de 60 athlètes à obtenir des bourses d'études à travers ces camps qu'il organise depuis 10 ans. Sélectionner les joueurs qui ont bien joué. On va présélectionner les joueurs qui ont bien joué, qui ont du talent, qui ont le profil du camp. Et comment je joue. Je sais qui je suis et moi je suis sûr que je serai jusqu'à l'All-Star Game et s'il y a de bourses, j'en aurai. Des compétitions financées par la banque Trust Merchant Bank TMB qui est le sponsor officiel du joueur des Saints de Phoenix aux États-Unis. Allez, on prend le rappel des principaux titres. Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, sommet de quitter le sol congolais. La demande est du gouvernement à travers le ministère des Affaires étrangères qui lui reproche ses déclarations sur la tuerie des civils congolais par les casques bleus qui ne sont pas de nature à favoriser un climat de paix. À l'enseignement supérieur et universitaire, après la dotation des véhicules aux professeurs des universités, ceux de l'INUKIN sollicitent du chef de l'État le départ du ministre du secteur, reproché d'un comportement irrespectueux et le blocage dans l'exécution du contrat de vente des véhicules entre eux et les concessionnaires.
Et puis très loin de la RDC, tension Chine, États-Unis d'Amérique, la chef des députés américains, Nancy Pelosi, a atterri à Taïwan mardi dans le cadre d'une tournée en Asie. L'objectif, résoudre la crise sur l'indépendance de la ville de Taïwan. Reste avec nous pour la revue de presse. La revue de presse est entre autres les titres des journaux parus à Kinshasa et ailleurs ce mercredi. Et la lecture se fait par Jenny Kaimbe qui jeudi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette Moutila, bonjour à tous. Alors, tension entre la population civile et la MONUSCO, le gouvernement exige l'expulsion de Mathias Gilman, porte-parole de la mission onusienne en RDC. Oui, c'est un nouveau rebondissement dans les tensions entre la population civile et la MONUSCO. C'est le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a fait cette annonce dans une correspondance adressée à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo mercredi. Dans cette correspondance, il demande l'expulsion de Mathias Gilman, porte-parole de la MONUSCO, rapporte C7.cd. Pour les VPM en charge des affaires étrangères, sa présence sur les territoires congolais n'est pas de nature à favoriser un climat de confiance mutuelle entre les institutions congolaises et la MONUSCO. En effet, l'homme serait l'auteur des tensions entre la population civile et la MONUSCO, dû notamment à ses déclarations indélicates et inopportunes, affirme Christophe Lutundula. Le patron des affaires étrangères estime que le comportement du porte-parole de la MONUSCO ne pourra nullement faciliter l'aboutissement du plan de transition aux fins de son retrait définitif de la République démocratique du Congo d'ici à l'horizon 2024 comme prévu. Au regard des éléments évoqués si haut par le VPM Lutundula, le gouvernement invite la MONUSCO à prendre toutes les dispositions pour que son porte-parole puisse quitter les territoires congolais, à lire dans ces sites. En tout cas, Arlette, les réactions sont nombreuses sur la toile à ces sujets. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, avait lors du briefing presse du mardi insisté sur la nécessité pour la MONUSCO de quitter les territoires congolais, car la confiance entre la population et la MONUSCO est rompue. C'est ce qui traduit, selon lui, la colère et les sentiments d'abandon de la population dans l'Est de la République démocratique du Congo, victime d'exactions massives depuis près de 3 décennies, rapporte actualité.cd. L'autre réaction est celle du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui répondait aux questions de journalistes hier, toujours lors du briefing avec son collègue de la communication. Pour lui, le départ de la MONUSCO ne sera pas la fin pour la RDC, renseigne Média Congo. Et de son côté, le secrétaire général adjoint de l'ONU aux opérations des maintien de paix, Jean-Pierre Lacroix, avait lors d'un entretien avec le gouverneur militaire du Nord Kivu révélé que les attaques contre la MONUSCO ont été planifiées, ajoute Politico.cd. Lacroix avait affirmé que la lumière sera faite et que les responsables de ces actes seront sanctionnés. Et pour terminer, on termine avec la proposition de la députée nationale Solange Masumbuko, repris par le potentiel. Elle préconise la tenue d'une table ronde sécuritaire urgente pour clarifier la situation. D'après cette parlementaire, cette rencontre d'éclairage et d'information permettra à tout citoyen de comprendre exactement ce qui se passe dans cette partie du pays. Cet élu du peuple salue vivement la prise en compte de son appel afin de statuer sur les retraits progressifs de casques bleus en République démocratique du Congo, complète opinioninfo.cd. Elle souhaite que cette table ronde soit élargie à toutes les parties prenantes, notamment la société civile. Elle compte entamer les consultations préliminaires avec toutes les couches de la société civile. Alors, un autre sujet, on parle du conflit sino-américain sur l'indépendance de Taïwan. Pékin annonce des opérations militaires ciblées. Effectivement, la Chine qui considère cette île située au sud-est comme partie intégrante plutôt de son territoire, refuse que Taïwan devienne indépendante, mais les USA sont contre le principe d'une seule Chine. Et ce qui a causé la réaction furieuse de la Chine, c'est la visite de la chef des députés américains, Nancy Pelosi, rapporte Radio France Internationale, une visite jugée extrêmement dangereuse et provocatrice par les autorités chinoises qui n'ont pas tardé de réagir en annonçant des opérations
opération militaire ciblée pour contrecarrer les Américains qui prétendent jouer à l'apaisement. Pékin prévient les États-Unis de déclencher les hostilités s'ils arrivent à séparer Taïwan de la Chine, rapporte la Tribune.fr. Et les Américains, eux, dénoncent l'activité militaire de Pékin près de Taïwan qui déstabilise, selon le ministre américain de la Défense, cette ville, note lesoleil.com. D'après plusieurs analystes repris par Information, TV5monde.com, Pékin se sent menacé par l'ingérence des États-Unis et de ses alliés occidentaux pour se rapprocher de Taïwan et encourager son indépendance. Finalement, les États-Unis ont toujours prôné pour un tout petit peu la balkanisation partout. Vraiment, ils sont un peu partout, vraiment. Bon, merci à vous, Jenny Kayembe, pour cette sélection. Merci à vous surtout. Aimables téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous informer. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Restez branchés sur Télé 50. L'actualité reste incontinue.